Écoutez, bonsoir à tous. On est évidemment très heureux de recevoir ce soir Damien Scalia, qui est professeur donc de droit à l'Université libre de Bruxelles, à l'occasion de la parution de son ouvrage chez Dalloz, dont le titre est Génocidaire au cœur de la justice de la justice internationale pénale, pardon. C'est l'occasion pour nous de lancer un nouveau cycle de webinaires. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà notre séminaire de justice transitionnelle qui se déroule tout au long de l'année universitaire et qui est thématique. Et donc là, la nouvelle série de webinaires qu'on lance, elle s'appelle Rencontre avec. Et donc, elle a justement pour objectif de permettre de rencontrer un chercheur, un acteur de terrain, un journaliste, bref, une personne qui voit se concrétiser un nouveau projet. Et ça peut être notamment donc à l'occasion de la sortie d'un nouvel ouvrage comme celui que nous avons ce soir. Donc c'est la première de la série et on va se retrouver dès le mois de mars pour de nouveaux épisodes dont on discutera peut-être à la fin de cette séance. Donc l'objectif, c'est à la fois de s'intéresser à cette publication ou ce nouveau projet et aussi de rencontrer une personne, d'où le titre de la série, de s'intéresser à son parcours, à ses choix, à son évolution et que ça puisse aussi peut-être inspirer d'autres personnes, notamment les plus jeunes, les étudiants, etc., pour découvrir l'itinéraire d'acteurs et chaque itinéraire étant singulier et montrant il y a aussi plein de manières de parvenir à un résultat ou de s'intéresser à des sujets un peu iconoclastes. Donc, chaque webinaire va comprendre deux parties de 45 minutes. 45 minutes d'interview avec un animateur. Là, en l'occurrence, ce soir, ce sera moi. Et ensuite, bien sûr, 45 minutes possibles pour pouvoir échanger avec toutes les personnes qui sont présentes, tous les participants. Et donc, à cet effet, vous avez un chat qui est à votre disposition à droite pour poser toutes les questions que vous souhaitez vous aussi poser à l'intervenant. Donc, on va commencer cette interview qui, bien sûr, va notamment beaucoup porter sur ce nouvel ouvrage génocidaire. Et peut-être, Damien, on va ouvrir avec une question pour le coup assez classique, mais qui est quand même fondamentale, et qui est de savoir, bah, du coup, quelle est la problématique en fait de cet ouvrage, même si le titre est assez éloquent. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous préciser quelle est la problématique sur laquelle tu as travaillé et quelle est la problématique de cette recherche? Merci beaucoup Magali, j'espère qu'on m'entend correctement. Merci déjà pour l'invitation et je suis ravi de commencer ces rencontres avec. Pour cet ouvrage. Alors la problématique de l'ouvrage, effectivement, comme son nom l'indique, mais finalement l'indique assez mal, l'idée était d'aller voir les personnes accusées, donc soit condamnées, soit acquittées par les juridictions internationales pénales, pour savoir en fait ce qu'elles pensaient de la justice internationale pénale. Donc l'idée n'est pas de savoir comment, pourquoi elles ont commis des crimes, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue social, mais en tant que juriste, de voir est-ce que cette justice qui a pour but de condamner des personnes ou d'établir une certaine vérité ou de réparer pour les victimes, de savoir comment cette justice était vécue par par les personnes qui sont pour moi les premières concernées, à savoir les accusés. Et justement, un des aspects qui est traité dans l'introduction de cet ouvrage, c'est justement la spécificité de ce questionnement au sein de la recherche, de ce type de recherche. Est-ce que tu peux nous préciser en fait quelle est justement ce qui fait la spécificité de cette problématique que tu as Alors abordée? elle est spécifique, je pense, à plusieurs titres. C'est que d'abord, quand on analyse la justice internationale pénale, et bien souvent en tant que juriste, on l'analyse avec une perception plutôt extérieure de cette justice. Donc on va analyser la jurisprudence, les textes fondateurs de ces tribunaux pénaux internationaux, et rarement avec une approche sociologique. Alors il y a eu plusieurs personnes qui ont qui ont pris une approche sociologique pour appréhender cette justice internationale. Mais elle a principalement consisté soit à aller voir des victimes, savoir si elles étaient satisfaites de la justice internationale pénale, soit aller voir les professionnels du droit, juges, procureurs, avocats. Mais finalement, assez peu de personnes sont allées voir les accusés pour leur demander leur avis sur cette justice, quelle était leur expérience de justice. Alors, pour rien vous cacher, au début de ma recherche, j'ai reçu quelques critiques et même
pas qu'un peu, avec cette idée de dire, mais en fait, la justice n'est pas faite pour ces personnes, la justice est faite pour d'autres. Et finalement, ils auront assez raison. La justice n'est pas faite pour les accusés, elle s'en sert, mais il me semble que dans une vision de reconstruction de la société après des crimes de masse, après des conflits armés bien souvent, on ne peut pas reconstruire sans tous les protagonistes. Et les accusés, qu'ils soient acquittés ou condamnés, sont pour moi parmi ces protagonistes, voire des protagonistes principaux avec les victimes. Et il est important de bien mentionner que cette recherche ne se lit pas toute seule. Elle doit se lire en complément des recherches auprès des victimes, en complément des recherches juridiques stricto sensu, ou en complément des recherches en anthropologie ou en sociologie. Et donc c'est une pierre en plus dans le cadre de la recherche pour analyser cette justice internationale pénale et son impact. Alors justement, dans cet ouvrage, il y a une partie substantielle qui est consacrée à la méthodologie et notamment aux entretiens. Donc c'est-à-dire que, et évidemment tu corrigeras si je fais erreur, c'est un ouvrage qui se fonde sur une soixantaine d'entretiens qui ont été principalement réalisés avec des personnes acquittées ou condamnées par le TPIR, donc le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ou le TPY, donc pour l'ex-Yougoslavie. Pourquoi, d'abord peut-être ce choix, d'avoir fondé à la fois cet ouvrage sur des entretiens et sur ces entretiens-là? Alors il y a deux raisons. D'abord, pourquoi sur des entretiens? Parce que je pense que pour connaître une expérience, pour connaître un vécu, il n'y a que les personnes qui l'ont expérimenté, justement, qui peuvent nous dire ce qu'il en est. Nous, on peut avoir un regard extérieur parce qu'on est juriste, académique, voilà. Mais les avocats de la défense peuvent expliquer comment ils ont vécu la défense, les victimes, comment elles ont vécu leur passage par une juridiction nationale ou internationale. Et si je voulais l'avis des accusés ou des condamnés ou des acquittés, il fallait aller simplement leur demander leur avis à eux. L'idée est partie en fait d'une discussion qu'on avait eue avec le professeur Christian Nils Robert de l'Université de Genève et Mina Rauschenbach, qui est psychologue social aussi de l'Université de Genève, qui était de dire, mais en fait, tout le monde s'intéresse à quel est l'impact du droit international pénal. Comment est-ce qu'on peut empêcher des crimes de masse? Mais en fait, on ne va jamais demander aux auteurs de crimes leur avis. Et donc, l'idée est vraiment partie de là, et c'est comme ça qu'on a commencé avec Mina cette recherche auprès des accusés, des personnes jugées par le TPY. Alors, cette recherche, elle a été possible grâce aux personnes elles-mêmes qui ont accepté de nous rencontrer, grâce aux avocats de la défense, et je tiens à le souligner aujourd'hui parce que sans eux, on ne serait pas arrivé à rencontrer ces personnes. Mais par contre, on les a rencontrés de manière confidentielle, anonyme, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire qui on a rencontré. Et on les a rencontrés pour la grande majorité sans les avocats, justement, pour qu'ils puissent parler librement, c'est-à-dire hors de tout enjeu judiciaire, mais aussi hors des enjeux de leur relation avec leurs avocats, ce qui paraissait assez important en termes d'éviter un biais supplémentaire, parce que comme toutes les recherches empiriques, il y a un biais, mais on essaye d'en éviter le maximum. Alors pourquoi le TPY et le TPIR? Simplement parce quand on a commencé la recherche, c'était les deux tribunaux qui étaient en exercice. Cette recherche a été menée de 2012 à 2017 et un peu plus en fait pour l'écriture et puis pour d'autres entretiens. Mais le gros de la recherche a été fait à ce moment-là. Et de 2012 à 2014 à peu près avec Mina, on a vu des personnes du TPY. Et après, tout seul, j'ai vu des personnes du TPIR. J'ai été accompagné une fois par une de mes collègues criminologues. Donc en fait, on s'est concentré sur ces deux juridictions parce que c'était les seules en place. La CPI n'avait pas jugé quelqu'un, ou en tout cas, les procédures n'étaient pas closes. Et il nous a paru important d'avoir des personnes dont les procédures étaient terminées, pour pas qu'il y ait d'enjeux judiciaires au moment de l'entretien qu'on avait en tant que recherche, parce que l'enjeu pouvait biaiser l'entretien ou alors amener d'autres choses. Et là, c'est vrai qu'on s'est dit, concentrons-nous là-dessus. On aurait pu faire les tribunaux hybrides, les tribunaux nationaux, mais en fait, on s'est concentré sur cette justice qui est une sorte de laboratoire par rapport à la justice pénale en général, en fait. Alors peut-être une question un peu de curiosité, est-ce que, donc évidemment les entretiens sont basés sur le volontariat, est-ce qu'il y a des entretiens peut-être, majeurs ou intéressants que tu aurais voulu faire et pour lequel, la personne a refusé? Hem Et en même temps, du coup, peut-être comme question liée, est-ce que, tu as eu l'impression que le critère d'être condamné ou d'être acquitté pesait, sur la décision de la personne? C'est-à-dire, est-ce que les personnes condamnées acceptaient peut-être plus difficilement que les personnes acquittées ou inversement? Et peut-être en dernière question finale, à ton avis,
est-ce qu'il y avait un facteur explicatif au fait que ces personnes acceptent de participer à l'entretien? Qu'est-ce qui les motivait en fait? Si peut-être il y a plein de réponses, mais en tout cas de ton impression, quels étaient peut-être les éléments les plus déterminants pour accepter de faire un tel entretien alors que justement il y a plus d'enjeux judiciaires Et ben pour elles? justement, je crois que parce qu'il y avait plus d'enjeux judiciaires et alors je vais commencer par répondre à cette dernière question. Si les personnes ont accepté, en fait, c'est parce qu'on n'est pas arrivé et je ne suis pas arrivé en leur demandant, comment elles avaient commis les crimes. C'est-à-dire que je suis arrivé hors de la question de la criminalité. J'ai des collègues chercheurs ou chercheuses qui ont voulu rencontrer les mêmes personnes pour discuter du passage à l'acte et très clairement, c'est arrivé avec un préjugement, en fait, ou un jugement, tout simplement, de dire: «Mais vous êtes des criminels, on vous essentialise d'une certaine manière sur l'acte que vous avez commis». Or, on est arrivé avec un autre postulat ou une autre posture qui était de dire, mais nous, en fait, le passage à l'acte ne nous intéresse pas. Déjà, on ne saurait pas quoi en faire, très clairement, en termes de recherche. L'objectif est de savoir comment vous avez vécu quelque chose, à savoir un fait social qu'on appelle justice internationale pénale. Et ils me l'ont dit très clairement, c'est parce qu'on est arrivé avec cette question, parce que je les ai contactés avec cette question, qu'ils ont accepté de me rencontrer. Et beaucoup m'ont dit, mais c'est la première fois qu'on me demande comment s'est passé mes 5, 10, 15, 20 ans d'expérience de la justice internationale pénale, parce que comme vous le savez, ces procédures sont très très longues. Et donc c'est ce qui a fait que les personnes ont accepté de nous rencontrer. Sur la question deuxième que tu posais, Magali, en fait on a eu tout le monde, pratiquement. On a 2 personnes qui n'ont pas voulu nous rencontrer. Et alors, l'avantage de ça, c'est que je ne peux pas vous dire qui j'ai rencontré, mais je peux vous dire en tout cas qui je n'ai pas rencontré. Et je peux vous citer une personne que je n'ai pas rencontrée, qui est Madame Plavsic, en fait, qui n'a pas accepté de nous rencontrer. Je pense pour des raisons, je ne sais pas, des raisons politiques, nous a-t-on dit, mais j'en sais pas beaucoup plus. En même temps, très clairement, c'est une des seules femmes qui a été jugée par la justice internationale pénale. Enfin, elles sont 2, comme tu le sais. Tu es d'ailleurs la spécialiste en la matière. Et très clairement, je ne sais pas ce qu'on aurait fait de l'entretien parce que il y a une question de genre dans ces réponses qui apparaît à certains moments. Et d'avoir qu'une personne ne permet pas d'avoir quelque chose qu'on peut un peu généraliser. Alors, finalement, c'est pas plus mal. Et il y a une autre personne qui n'a pas voulu nous rencontrer, mais là pour des raisons plutôt pratiques que autre chose. Il faut savoir qu'après, on a mis du temps à rencontrer la première personne jugée par le TPY. Donc pas la première qui a été jugée historiquement, mais la première que nous avons rencontrée du TPY et la première que j'ai rencontrée du TPIR. En fait, on a mis 1 an dans chacun des cas. Donc 1 an de négociation avec la juridiction internationale, de discussion avec les avocats, de discussion avec les autorités nationales qui gèrent la détention de la plupart des personnes rencontrées, puisque la plupart, je les ai rencontrées en détention. Mais une fois qu'on a rencontré la première par rapport au TPY et la première par rapport au TPIR, en fait, on a eu ce qu'on appelle en sociologie l'effet boule de neige. C'est comme on venait avec une question qui était tout à fait honnête, l'idée n'était pas de parler de la commission des crimes. En fait, ils se sont fait passer le mot et très vite, en fait, on a eu des appels ou des lettres nous demandant d'aller rencontrer, de venir les rencontrer en prison dans un pays en Europe ou au Mali ou au Bénin. Donc ça a permis de voir pas mal de gens. Sur les 60 personnes rencontrées, on a 9 qui ont été acquittées et 51 qui ont été condamnées. Donc en fait, on a un ratio qui correspond à peu près à ce qu'ont été les décisions du TPY et du TPIR. Et donc voilà, donc très peu de personnes qui ont refusé. On a manqué d'argent et de temps. Malheureusement, c'est des recherches qui valent assez cher. On a manqué d'argent et de temps pour aller en rencontrer d'autres. Mais la recherche n'est pas terminée, donc ça sera pour dans pas très longtemps, je pense. Justement, tu as évoqué à plusieurs reprises la question de l'anonymat. J'imagine que c'est une question importante. Alors, je voulais te demander, alors j'avoue, il y a une part de frustration du lecteur de ne pas savoir quelles sont la soixantaine de personnes avec lesquelles tu t'es entretenu, mais au-delà de cette petite frustration de curiosité, est-ce que techniquement, alors d'abord, est-ce que ça t'a semblé être un élément fondamental dans le fait que les gens répondent ou pas? D'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est un argument important dans le fait que les gens aient répondu? Et est-ce que pour toi, ça a été un avantage ou
une difficulté dans le cadre de tes recherches, à la fois de conserver l'anonymat, mais aussi de ne pas pouvoir citer du coup les sources ou la source de manière précise. Voilà, comment ça a joué sur la manière dont tu as réalisé tes recherches? Alors, plusieurs personnes nous ont autorisé à utiliser leur nom, en fait, mais pas assez pour que l'on puisse le faire réellement, parce qu'autrement, dans l'ouvrage, ça aurait été bizarre d'avoir quelques mentions, quelques discours avec les noms et les autres pas. En plus, il faut être clair que si je commence à citer quelques personnes, on voit vite qui sont les autres, parce qu'il n'y a pas eu non plus 50 000 personnes jugées dans cette justice internationale pénale. Donc assez rapidement, on peut retrouver. Et d'ailleurs, je pense que pour les spécialistes ou les gens qui ont travaillé au TPY ou au TPIR, ils et elles voient certains des entretiens que j'ai reproduits. Ils doivent se dire, je sais qui c'est. Et je pense qu'ils ont et elles ont assez raison. Alors, ça a eu un avantage, c'est qu'ils m'ont parlé complètement librement. Et notamment, alors que ce n'était pas ma question, beaucoup m'ont parlé des crimes, en fait, soit commis, soit des crimes commis par d'autres. Et ça, sans l'anonymat, ça n'aurait pas été possible, je pense. L'anonymat, après, a quand même un problème vu la population, c'est que j'aurais voulu beaucoup plus les citer, parce que les entretiens ont duré de 2 heures à 4, 5 heures, des entretiens ont été répétés. Enfin, je veux dire, j'ai revu des personnes plusieurs fois. Et très clairement, il y a des passages que j'aurais voulu citer dans l'ouvrage ou dans mes recherches, mais si je les cite in extenso, alors pas l'entretien complet, mais des passages complets, on voit vite de qui on parle. Si je parle des crimes, si je parle du moment de l'arrestation, quand, où, ou la manière dont ça s'est passé, ça ne permet pas de garantir l'anonymat. Et vu qu'il n'y a que une centaine, 150, 200 personnes jugées devant ces juridictions, enfin si on les prend toutes les deux un peu plus, et donc ça a eu des avantages en termes de discours, en termes de paroles libérées, mais en même temps ça a eu des avantages pour le moment de la retranscription ou de l'analyse, parce qu'en fait il y a des passages que j'aurais voulu citer différemment, mais avec ce risque qu'on les reconnaisse, et comme je me suis engagé à ne pas divulguer le nom des personnes, je ne peux pas aller plus loin à ce niveau-là. Ok, alors peut-être pour rentrer un peu plus dans le vif du contenu, une dernière question méthodologique. Donc, comment en fait tu as structuré les entretiens? Si j'ai bien compris, ce qui est indiqué dans ton ouvrage, c'est globalement c'est un entretien par personne. Alors, est-ce que d'abord, est-ce que ça t'a semblé suffisant cet entretien? Et en gros, quelle était la méthode que tu suivais en fait? J'imagine que c'était quand même c'était une méthodologie que tu as répétée. Comment as-tu fait ce travail-là d'entretien? Alors, il y a d'abord eu les entretiens exploratoires où on a un peu testé le type de questions à poser avec, dans tous les cas, dans le cadre d'entretiens semi-directifs, à savoir des thèmes à aborder avec des questions d'abord précises, parce que en fait, je suis que juriste, donc c'est vrai que la méthodologie de la sociologie, j'ai dû l'apprendre avec mes collègues et grâce à mes collègues psychologues sociaux ou sociologues. Et très clairement, les premiers entretiens étaient un peu plus, étaient presque un peu trop directifs. Et assez vite, on s'aperçoit que sur la base d'une ou deux questions, les gens parlent. Parce qu'en fait, comme on leur demande jamais leur avis, le jour où on leur demande, ils aiment parler. Ils parlent beaucoup. Des fois, ça part dans tous les sens, il faut être clair. Alors, il faut un peu revenir sans jamais que les questions soient directives. Il faut quand même revenir à certains sujets. Mais très clairement, la question de base qui a été posée à toutes ces personnes est de savoir comment est-ce qu'ils ont été confrontés à la justice internationale pénale. Et en fait, à partir de cette question, les gens étaient assez clairs. Donc, on était dans une sorte de récit de vie, mais pas depuis leur tendre enfance jusqu'au moment où on les voyait, mais depuis leur mise en accusation jusqu'au moment où je les ai rencontrés. Souvent, ils revenaient aussi sur les contextes dans lesquels les crimes ont été commis ou dans lesquels le génocide a été commis au Rwanda ou les autres crimes. Et dans ce cadre-là, à partir d'une question, ça s'enchaînait assez rapidement. La plupart des personnes, je les ai vues qu'une fois, mais dans des contextes particuliers, notamment pour les personnes accusées, condamnées ou acquittées du TPIR. Je suis allé en prison au Mali, au Bénin et dans la maison où il y avait les personnes acquittées à Arusha. Mais en fait, j'y allais tous les jours pendant quelques semaines.
Ce qui fait que l'entretien lui-même se faisait en 1 ou 2 fois, généralement coupé avec le déjeuner, puisque je mangeais avec eux le matin, le midi, de temps en temps le soir. Enfin, j'essayais de, alors non pas vivre dans la prison, ça serait erroné, mais en tout cas d'être là un maximum, mais surtout de passer plusieurs moments autres que l'entretien lui-même. Ce qui fait que c'est créer un lien, une certaine empathie, de leur côté comme du mien, qui a fait que au moment de l'entretien, les discussions se faisaient beaucoup plus facilement, en sachant qu'ils avaient la garantie que s'ils voulaient arrêter l'entretien, ne plus me parler, que je détruise l'entretien, ou que je ne l'enregistre pas, puisque certains ont demandé à ce qu'il ne soit pas enregistré, je m'exécutais. Notamment, il y a une personne qui, au bout d'un moment, m'a dit « Non, mais en fait, je veux arrêter l'enregistrement », ou une qui m'a dit « Mais je ne veux pas que vous vous serviez de ce que je vous ai dit finalement ». Et en fait, cet entretien, je l'ai juste supprimé pour être certain que je ne m'en serve pas ou que je ne me trompe pas à un moment, ce qui peut arriver quand on en a plusieurs. Et donc, ce qui fait que le fait de vivre avec eux d'une certaine manière, et je mets ça entre guillemets parce que je n'ai pas vécu le carcéral, faut être clair, de vivre avec eux quand même pendant quelques semaines comme ça, tous les jours. L'entretien lui-même se fait en une fois de quelques heures, d'une journée, voire un peu plus pour certains, mais en fait, on se voit régulièrement, on mangeait ensemble, donc les discussions se faisaient aussi à d'autres moments. Et très clairement, dans un terrain ethnologique de ce type-là, les discussions qui se font à côté de l'entretien même servent aussi à nourrir la réflexion. Ça, c'est pour les gens du TPIR. Pour les gens du TPY, ça a été plus compliqué parce qu'aller dans certains pays européens, aller en prison, bah, ça demandait des complications. J'avais qu'une autorisation pour y aller qu'une fois, parfois. Donc là, ça a été plus compliqué. Certains, je les ai vus qu'une seule fois. Mais on a pu correspondre aussi par courrier. Et puis pour les personnes libérées que j'ai vues en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs dans l'ex-Yougoslavie, bah là on a pu se voir aussi à d'autres moments, on a pu aussi partager des repas, ce qui permet aussi de créer un lien et de mettre les gens en confiance et moi aussi de me mettre en confiance puisque je ne connaissais pas ces gens. Donc il y a vraiment un lien de personne humaine à personne humaine qui se crée, même si on n'est pas dans de la sympathie, on reste dans de l'empathie, on reste dans un programme de recherche, mais il y a un lien qui s'est créé avec beaucoup d'entre elles. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc justement, la recherche, elle se base sur ces entretiens. C'est assez rare pour un juriste. Donc ça, c'est peut-être une première question. Au-delà du sujet, en fait, c'est une méthodologie qui n'est pas courante. Et tu parlais des questions de la sociologie. Effectivement, c'est des choses qu'on a plus l'habitude de voir en sociologie. Donc sans doute, il y a une question de la pluridisciplinarité de ton travail qui aussi est importante. Et j'y joins une deuxième question qui m'est venue aussi en lisant, justement dans cette, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait une utilisation très qualitative des entretiens qui étaient faites. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la donnée statistique. Je sais pas, 70% des détenus ou des personnes, pardon, des répondants, comme tu les appelles, estiment que on est vraiment sur une approche avec des extraits d'entretien qui sont sélectionnés. Alors, bah, dans le cadre de cette méthodologie d'entretien que tu as eue, comment tu as choisi aussi d'avoir cette approche qualitative et en tout cas pas statistique en fait, des réponses qui t'avaient été faites? Alors, il y a deux raisons. D'abord, parce que, alors, il y a une raison très pragmatique, c'est qu'apprendre la statistique, c'est beaucoup plus compliqué qu'apprendre le qualitatif. Le qualitatif reste quand même une discussion qu'après on analyse. Alors, on a toute une méthodologie d'analyse, mais on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le fond. Donc, il y a cette question de méthodologie d'apprentissage pour moi, parce que j'ai dû me mettre aux outils de la socio ou de la crimino ou de la psychologie sociale pour pouvoir appréhender ces personnes et pouvoir appréhender leur vision et leur expérience de la justice. Très concrètement, on est à beaucoup de niveaux, on est au niveau du ressenti. C'est une analyse subjective de la justice internationale. C'est l'analyse de personnes qui l'ont vécu. Les statistiques, ça ne veut rien dire dans ces cas-là, ou ça ne veut pas dire grand-chose. Dire que 70% des personnes sont contentes de la prison à La Haye ou à Arusha ou ne le sont pas, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et la justice... moi, je me méfie toujours, en plus des chiffres, parce qu'on peut leur faire dire beaucoup de choses par ailleurs. Et très clairement, l'idée, là, c'était vraiment d'avoir une approche qualitative, d'autant plus qu'au départ de la recherche, je ne pensais pas que j'allais en rencontrer autant. Je pensais qu'en fait, j'allais en rencontrer une quinzaine, une vingtaine maximum, parce que ça allait être compliqué, parce que ça allait coûter aussi, parce que, voilà, pour diverses raisons pratiques. Et en fait, il était compliqué de faire des statistiques.
Finalement, j'en ai rencontré beaucoup plus que je l'espérais, et tant mieux. Ça a pu permettre de confirmer beaucoup de ce que les premiers ont dit. Mais plus que ça aussi, je pense que la justice est vraiment une question de vécu, de sentiment. D'ailleurs, on parle de sentiment de justice, que ce soit pour les victimes ou pour les auteurs. Je trouvais que mettre des chiffres au milieu de ça, avoir quelque chose de très statique, que sont les statistiques, ça ne permettait pas de montrer l'intérêt en fait de la recherche et d'en sortir quelque chose en termes d'impact sur la justice. Et c'est pour ça qu'on est parti et que je suis resté en fait dans du qualitatif qui permet, à mon avis, d'avoir vraiment. Alors, c'est toujours pareil. Dernièrement, je discutais avec un collègue à nous qui me disait, mais il y a un gros biais dans ta recherche, c'est que c'est subjectif. En fait, oui, mais je l'assume complètement. C'est un biais, et c'est un biais voulu. Mais je crois qu'ils ne sont pas les auteurs de crimes, les condamnés, enfin, on les appellera après comme on veut, les génocidaires, enfin, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, acquittées ou condamnées, sont pas plus ou moins subjectifs que les auteurs, que les victimes, que les juges, que les procureurs, que nous, en fait, en termes de chercheurs. On a tous une subjectivité, et je pense que c'est la leur qu'il faut entendre en parallèle aux autres, mais c'est la leur qu'il faut entendre. Et là, les statistiques, elles pouvaient rien faire, un questionnaire n'aurait pas amené grand-chose, et on serait resté dans des chiffres assez froids, alors que la justice est principalement de l'émotion. Très bien, merci beaucoup. Bah, justement, ces entretiens que tu as fait avec les auteurs, qu'est-ce qu'elles t'ont permis de tirer comme conclusion? Et en fait, du coup, le regard des auteurs, qu'est-ce qui t'a permis de découvrir sur la justice pénale internationale de manière générale? Parce que c'est ça qui peut-être qui est intéressant. Alors, on peut évidemment s'intéresser au ressenti des auteurs par rapport à cette justice en soi, c'est déjà évidemment intéressant, de savoir quel regard ils portent, mais c'est aussi intéressant peut-être parce que ce regard singulier ou pluriel, mais en tout cas singulier des personnes condamnées ou acquittées peut apprendre aussi à tous, en fait, de manière plus générale sur la justice pénale internationale et que donc que tu présentes, résultat que tu présentes dans ton ouvrage. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses, mais un des premiers points, c'est qu'ils m'ont tous dit avoir cru en la justice internationale pénale. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Et certains étaient plutôt contents d'être jugés par la justice internationale pénale plutôt que par une justice nationale qui aurait été trop politisée peut-être, ou qui aurait été trop dangereuse pour elle. Et on peut penser à une justice qui aurait été mise en place ou qui a été mise en place très rapidement après le génocide au Rwanda, ou une justice qui aurait été complètement impartiale dans d'autres États. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est leur croyance dans des normes universelles qui sont les mêmes que les nôtres, ou qui sont les mêmes que la communauté internationale. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on entend, oui, mais ce sont des gens hors de la communauté, ce sont des gens qui sont des monstres, puisque c'est bien souvent comme ça qu'on les appelle. Or, ils ont une croyance dans des valeurs universelles qui sont les mêmes que moi en tant que juriste ou que vous. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Malgré tout, ils sont quand même très critiques sur cette justice internationale pénale. Et en fait, qu'ils aient été acquittés ou condamnés, ils sont critiques. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas en fait de différence. Alors, il y a des différences individuelles, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de différence entre les personnes acquittées de ce qu'ils pensent de cette justice et les personnes accusées. Et ça relève d'un point assez intéressant qui est ce que les auteurs on appelle la procedural justice, ou la justice procédurale, même si la traduction n'est pas toujours très juste, qui est de dire que la procédure elle-même est plus importante que le résultat. Et d'ailleurs, j'ai été très étonné de voir que beaucoup d'entre ces personnes que j'ai rencontrées s'intéressaient ou ne me parlaient assez peu de la prison, de la peine qu'ils avaient, à laquelle ils avaient été condamnés, alors que beaucoup d'entre elles restent en prison, ils le sont toujours. Mais ce n'était pas l'important. L'important, c'était la manière dont ils ont été traités, ces acquittés, ces condamnés, tout au long de la procédure. Et là, il y a des choses dont on pouvait s'attendre assez aisément, qui rejoignent en fait des critiques que le pénal connaît. Et puis, il y a des choses beaucoup plus, qui ne peuvent être connues que par l'expérience, en fait. Alors d'abord, ils ont eu ce sentiment d'une justice des autres. Une justice qui est imposée par l'Occident, qui est imposée par les Blancs, me diront les personnes jugées par le TPIR. Enfin, une justice qui ne correspond pas à leur culture, ni culture générale, ni culture judiciaire. Et là, il y a quelque chose où on voit vraiment cette out-group justice qui est imposée par les autres et qui amène avec elle tout un ensemble de concepts.
Alors, vous la connaissez, la responsabilité du supérieur hiérarchique, l'entreprise criminelle commune, ou d'autres formes de responsabilité que beaucoup m'ont dit, qu'ils soient ex-yougoslaves ou rwandais, que beaucoup m'ont dit ne pas connaître avant d'arriver au tribunal international. Donc, il y a quelque chose de l'ordre, certains me diront, d'une justice néocoloniale, ou simplement colonialiste, mais quelque chose de très finalement occidental. Alors ça rejoint beaucoup de critiques qu'on connaît dans la doctrine, mais ils l'ont expérimenté, et ils l'ont assez mal expérimenté d'ailleurs, enfin ils l'ont mal vécu. On est, et là, beaucoup plus expérientiel, j'ai envie de dire d'une certaine manière, on est face à une justice qui est très paradoxale sur la question du politique, ou de la politique. À savoir qu'ils ont l'impression d'avoir vécu une justice très politisée parce qu'ils ont perdu la guerre et que s'ils l'avaient gagnée, ils n'auraient pas été jugés. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent. Très politisée parce que certaines personnes ne sont jamais jugées, notamment les Occidentaux. Ils me diront souvent que les présidents américains, français, généraux d'armée, belges ne sont jamais jugés alors qu'eux le sont. Et en même temps, donc il y a une vision très politique de cette justice, très politisée, mais en même temps, tout ce qui concerne la politique au moment de la commission des actes, au moment de la commission des crimes, ou ce qui a précédé, celle-là, elle est évacuée du discours devant le juge. D'ailleurs, le juge l'évacue, ce côté politique. Et on se retrouve face à un paradoxe où eux estiment avoir vécu quelque chose qui était de l'ordre de la politique. Alors, en reconnaissant des crimes pour certains, sans les reconnaître pour d'autres, mais en disant, mais le conflit armé, les actes qui ont été posés sont des actes qui, par nature, sont politiques. Alors, pas politique où on l'entend souvent dans cette idée de la politique noble, mais dans l'idée que la guerre, c'est un acte politique. Et il est vrai que la guerre, c'est quand même l'acte suprême politique. Et l'impression d'avoir vécu tout ça, mais de ne pas pouvoir en parler. Et pas obligatoirement de vouloir en parler avec une idée de justifier les crimes, mais simplement de vouloir en parler parce que ça fait partie du contexte dans lequel les crimes ont été commis et que sans comprendre cette politique ou ce côté politique, ils estiment que les juges ne peuvent pas comprendre le passage à l'acte criminel et ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Et là, on a un paradoxe qui est quand même très, très intéressant. Et alors, une autre chose qui apparaît dans leur discours et qui, pour moi, a été vraiment, je trouve, quelque chose d'assez intéressant, c'est l'idée, ce sentiment d'être jugé pour des choses qu'ils ont commises, pour certains d'entre eux, mais clairement d'être jugé pour l'ensemble du crime de masse, à savoir qu'ils sont condamnés pour avoir participé au génocide au Rwanda, mais par contre, ils ont l'impression d'être responsabilisés pour l'ensemble du génocide. Et beaucoup me diront, mais en fait, moi, oui, j'ai commis des crimes, mais je n'ai pas commis le crime de guerre, je n'ai pas commis le génocide. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un paradoxe, alors qu'on a pu voir à d'autres moments, mais un paradoxe entre une justice qui est individualisante, parce que le pénal est individualisant au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il ne juge que des individus, et en plus, il individualise les responsabilités face à des crimes qui sont des crimes de masse, au sens où il y a eu beaucoup de victimes, mais aussi au sens où il y a eu beaucoup d'auteurs. Et ils ont cette question régulière qui m'ont posée, mais pourquoi moi, en fait? Pourquoi eux ont-ils été jugés? Et là, il y a quelque chose que le pénal international n'arrive pas à dépasser. Une responsabilité individuelle ou plutôt une culpabilité individuelle pour une responsabilité collective. Et là, il y a un hiatus qui est assez compliqué. Et je pense, in fine, quelque chose qui, auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre eux, sur les 51 personnes en tout cas rencontrées, seuls 3 ont reconnu les crimes pour lesquels ils ont été condamnés. Alors, pas ont reconnu devant le tribunal, certains ont plaidé coupable, mais devant moi, on dit oui, effectivement, j'ai commis ces crimes. Mais pour la plupart des personnes rencontrées, elles ne reconnaissent pas les crimes. Alors, soit elles ne reconnaissent pas le crime lui-même, soit elles ne reconnaissent pas la qualification juridique, soit elles ne reconnaissent pas l'acte, qui fait qu'on a quand même ici, à mon avis, quelque chose où le pénal n'arrive pas à remplir une des finalités qu'on lui attribue, c'est cette reconnaissance pour les victimes, pour l'écriture de l'histoire, pour l'écriture d'une certaine vérité. Et là, le pénal rate quelque chose. Et quand, après 20 ans de prison, une personne jugée me dit « mais en fait, si j'avais su qu'elle viendrait témoigner », il parle de personnes qu'il a, en l'occurrence, qu'il a violées, et qu'il me dit après 20 ans de prison, si j'avais su qu'elle viendrait témoigner, j'aurais fini le travail. Alors on peut se dire, bon, psychologiquement, ça ne va pas.
Effectivement, on peut se le dire. Mais je pense qu'il n'y a pas que le côté psychologique. Il y a aussi un échec du pénal. Le pénal n'arrive pas à un moment donné à faire reconnaître ce qui s'est passé, parce que l'enjeu est trop grand. L'enjeu, c'est la prison à perpétuité, c'est la prison à 20 ans. Et là, je pense que le pénal est face à ces échecs ou face à des choses qu'il ne pourra pas remplir. Et l'international pénal encore plus, parce que tout se mélange, le côté politique, la légitimité de la justice, et puis cette individualisation trop grande des questions de responsabilité. Effectivement, ça questionne énormément de se dire, bon, on parle aussi quand même beaucoup de la justice pénale, c'est aussi quand même son sens. On juge pour la société, mais on juge aussi pour prévenir la récidive, on juge aussi pour comment dire? Effectivement, pour le sens de la peine. C'est-à-dire, il faut que la personne comprenne pourquoi, en tout cas, c'est dans les grands canons du droit pénal, il faut que la personne, elle comprenne en fait pourquoi elle est condamnée et que la peine ait pour elle un sens. Et d'après ce que tu dis, effectivement, malheureusement, la peine, elle est dépourvue de sens puisque la condamnation semble, en tout cas, ne pas souvent avoir un sens très clair pour la personne qui en dénie la légitimité. Alors évidemment, ça peut porter sur une question de qualification, de choix de responsabilité qui a été donné, mais quand même, à la fin, ça veut dire que la personne ne se sent pas, enfin, en tout cas de ce que j'ai compris de tes travaux, tu vas pouvoir corriger, mais la personne ne comprend pas vraiment ou ne se sent pas plus coupable après qu'avant. Est-ce que tu as l'impression que c'est nettement plus marqué en fait concernant les auteurs qui sont jugés par la justice pénale internationale, ou est-ce que c'est quelque chose voilà, que c'est particulièrement marqué pour cette justice-là, ou que c'est un trait caractéristique de la justice pénale ordinaire aussi? Alors, je pense que c'est particulièrement marqué devant la justice internationale pénale. Il y a une question générale qui là touche le pénal et le pénal international, c'est les catégories juridiques. C'est des catégories qui sont très figées, qui pour beaucoup ne retransmettent pas ou ne retranscrivent pas la réalité. On est dans quelque chose, enfin on le sait, le droit pénal finalement simplifie beaucoup. Il enlève l'émotion d'une certaine manière, même s'il en ajoute à d'autres niveaux, mais on est dans, voilà, c'est un génocide, c'est pas autre chose. Une des personnes que j'ai rencontrées me dira, je suis arrivé au TPY, on m'a dit, vous plaidez coupable ou non coupable. Et en fait, aucun des deux me convenait. Je ne voulais pas plaider coupable, mais je ne voulais pas non plus plaider non coupable. Il y avait autre chose, je voulais expliquer. Et ça, le pénal ne le permet pas. Donc, qu'il soit national ou international, là, je pense que le pénal est un échec à ce niveau-là. Maintenant, il y a quelque chose à l'international de plus important, c'est qu'en fait, toute la critique de la légitimité même de la justice, je ne la retrouve pas au niveau national. Alors, je dis je ne la retrouve pas au niveau national parce qu'en fait, cet ouvrage concerne des personnes que j'ai rencontrées jugées par le TPY et le TPIR, mais en parallèle et après, j'ai rencontré des personnes jugées soit en Belgique pour des crimes commis au Rwanda, donc pour avoir participé au génocide de 1994, soit jugées en Bosnie-Herzégovine pour des crimes commis en Bosnie-Herzégovine ou des crimes commis en Serbie. Donc il y a déjà ça qui est un autre échantillon, si je peux dire ça comme ça. Et puis par ailleurs, j'ai rencontré des personnes jugées pour crimes de droit commun par les juridictions nationales. Et en fait, il n'y a pas du tout la même critique. Alors il y a des critiques qui reviennent de ces catégorisations, de cette inhumanité d'une certaine manière du droit pénal, mais par contre la légitimité elle-même, elle n'est pas critiquée, la finalité de la peine, elle n'est pas critiquée, et la reconnaissance des crimes apparaît bien souvent de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a toujours une idée qu'on a été, ou souvent il y a l'idée d'avoir été trop condamné par des juridictions nationales, mais pas condamné à tort. Et c'est quelque chose qu'on revoit aussi ou qu'on retrouve dans des recherches qui ont été faites au niveau national. Donc il y a des critiques sur la procédure, mais pas obligatoirement les mêmes critiques sur la peine. Et c'est vrai que le sens de la peine, il est ici questionné et questionnant. Alors on pourrait se dire très concrètement qu'on se fiche des accusés. Et beaucoup se le disent, et finalement, on pourrait s'arrêter là en disant, bah, finalement, les personnes, on se fiche de savoir si elles ont été condamnées ou si elles ont accepté ou pas d'être condamnées ou si elles acceptent leur peine. L'essentiel, c'est pas pour elles qu'on le fait. On le fait pour les victimes, on le fait pour les populations, on le fait pour la communauté internationale dont on ne sait pas trop ce que c'est très clairement. En tout cas, on le fait pour quelque chose de beaucoup plus symbolique.
Le problème, c'est qu'on met des gens en tôle derrière. On met des gens pendant des longues procédures et des gens qui, certaines, seront acquittées, enfin des personnes qui, certaines, seront acquittées. Et là, je pense qu'il y a un fossé, il y a un hiatus qui ne tient pas. Mais je sais que beaucoup de mes collègues, et certains juges aussi, parce que j'ai aussi interviewé plusieurs juges internationaux, estiment que en fait, l'accusé, c'est pas le problème de la justice. La justice n'est pas faite pour les accusés. Donc, à partir de ce moment-là, je les encourage à ne pas lire mon bouquin et très clairement à laisser ça de côté, parce que si on part du principe que c'est pas fait pour les accusés, effectivement, il n'y a aucun intérêt d'aller les voir. C'est pas mon point de vue, vous l'aurez compris. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'inspire de leur vécu pour trouver d'autres normativités, d'autres procédures dans lesquelles une reconstruction est possible. Parce que quand la grande majorité des personnes nous disent « mais en fait, moi, j'ai été condamné à tort », si on extrapole, et je ne le fais pas comme ça parce que je ne pense pas que les personnes que j'ai vues sont représentatives de toutes les personnes, mais si on extrapole dans un État comme le Rwanda, quand on estime à 100 000, 150 000 auteurs, ça ne va pas en fait. On est obligé de reconstruire la société avec ces personnes aussi. Et comme on est obligé de reconstruire la société avec elles, je pense qu'il faut qu'on les prenne en compte dans le sens qu'elles donnent aussi à une sanction, à une procédure, à une peine peut-être, mais en tout cas qu'il y ait quelque chose de plus inclusif aussi pour les auteurs de crimes et pour les personnes qui sont accusées à tort. Donc on trouve d'autres procédures en fait. Surtout que sans doute, enfin en tout cas on peut imaginer que le fait que les auteurs non plus ne comprennent pas vraiment le sens de leur condamnation ou ne se sentent pas satisfaits de la manière dont ils ont participé au procès, qu'ils n'aient pas la parole, qu'ils puissent pas s'expliquer, etc. Dans un tel contexte, on se demande aussi comment ça pourrait satisfaire les victimes. C'est-à-dire que quand même les victimes aussi, elles sont souvent les premières, et ça on entend ça même dans des affaires, dans des faits divers en France ou en Belgique. Les gens aussi, ils attendent des réponses, ils veulent comprendre ce qui s'est passé, ils veulent aussi que la personne comprenne, qu'elle s'excuse. Enfin, voilà. Donc, dans la mesure où la personne ne comprend pas le sens de sa peine, est-ce que en fait, ça peut satisfaire les victimes ou les acteurs de Alors, la justice? il y a plusieurs questions. Alors, j'ai pas rencontré beaucoup de victimes. J'en ai quand même rencontré quelques-unes avec qui j'ai fait quelques entretiens, mais j'en tirerai pas beaucoup de conclusions et je renvoie vraiment aux auteurs qui ont travaillé là-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'auteurs. Dernièrement, je discutais avec une chercheuse, Marie Wilmette de Paris, qui, elle, est allée voir des victimes au Cambodge, en fait, donc qui sont passés devant le tribunal, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Maintenant, la critique de la justice, à savoir de ne pas se reconnaître dans les catégories juridiques, de ne pas avoir l'impression de participer à la procédure. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez les victimes. J'ai rencontré des victimes en République centrafricaine et des accusés, et Magali, tu le sais, puisque certains des, pas des accusés, mais certains des avocats, on les a rencontrés aussi ensemble, mais pour avoir aussi rencontré des victimes dans d'autres cadres, quand Bemba est acquitté, c'est le drame, parce qu'en fait, pendant des années, on leur dit, on a l'accusé, vous avez subi un préjudice, ok, puis finalement, à la fin, on acquitte la personne. Mais le pénal, c'est aussi l'acquittement, ça fait partie du pénal, et donc, il faut qu'elle soit préparée. Donc, il y a ça, déjà, il y a des déceptions. Il y a des critiques sur la procédure et leur participation qui sont les mêmes que celles des accusés, ce qui est assez rassurant de savoir que des deux côtés, on a aussi des critiques. Maintenant, effectivement, dans cette idée que l'accusé doit reconnaître ou doit être vu comme quelqu'un raisonnable, aussi dans cette idée peut-être juste de demander pardon ou juste de reconnaître sans demander pardon, là, les victimes risquent d'être assez déçues. Maintenant, je renvoie aux études parce que plusieurs études disent que les victimes ne sont pas déçus ou le sont dans une certaine mesure qui est moindre que celle des personnes que j'ai rencontrées. Donc je pense qu'il y a un problème aussi pour répondre aux victimes et très clairement la justice internationale pénale est trop globalisante pour répondre individuellement aux victimes. Maintenant, peut-être qu'elle va pouvoir y répondre d'une certaine manière collective, mais je vous renvoie, je ne peux pas me faire le porte-parole des victimes que je n'ai pas assez rencontrées ou dont je n'ai pas étudié les discours en fait.
Merci beaucoup. Je rappelle aux personnes qui suivent ce webinaire que vous êtes invités à poser. Moi, je vais continuer à poser des questions à Damien, pas de problème. Mais n'hésitez pas aussi à en écrire sur le chat et je les relayerai avec grand plaisir. Donc, peut-être une question plus personnelle. Damien, on a compris dans ce que tu expliquais depuis le début en filigrane, que en fait, c'est un travail que tu as commencé dès ton doctorat. Donc, ça veut dire qu'on va dire depuis que tu es un jeune chercheur, tu t'intéresses aux auteurs. Euh, et tu continues en plus, tu persévères, tu récidives. Pourquoi tu as fait, enfin, quelles ont été tes motivations au départ pour faire ce choix qui est quand même assez singulier et sans doute, on y reviendra après, mais sans doute pas non plus le choix le plus facile à faire dans la communauté universitaire. Et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de continuer? C'est plein de questions. Je devrais vous donner le numéro de mon psy, comme ça vous pourriez en discuter un peu avec lui. Je sais pas, il y a plein de choses qui m'ont entraîné. D'abord, donc dans mon doctorat, c'est vrai que je me suis intéressé aux peines, et alors pas à l'expérience, mais en tout cas aux peines et donc aux accusés. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il y a une réelle aversion, ou j'ai une réelle aversion, face à une certaine injustice. Et je pense que le droit pénal est injuste. Alors, c'est un postulat qui est le mien, qui a été celui de mon directeur de thèse aussi, puisqu'il était abolitionniste du droit pénal, donc ça aide à avoir ce positionnement-là aussi. Donc, j'ai un peu été biberonné à ça. Et je pense que le droit pénal est injuste, donc à partir de là, tous les gens qui y passent, elles vivent quelque chose d'injuste. Alors, pas injuste dans le sens où on les condamnerait à tort, mais en tout cas, une procédure qui ne va pas, quelque chose qui les déshumanise peut-être aussi. Et donc, je pense que ça vient de là. Maintenant qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que les condamnés sont ils sont condamnés injustement. C'est pas ça que je dis, mais c'est que la procédure elle-même, ce pénal, est questionnable. Et puis après, il y a aussi quelque chose, je pense, qui là m'appartient. C'est que je pense qu'il y a eu une volonté chez moi double. D'abord, d'être dans l'académique sans en être, en fait, de me rester un peu à côté et en fait aller voir les accusés, c'était la meilleure façon de rester à côté, en fait, de pas être dans une certaine, pas être trop mainstream, mais je pense que ça doit être principalement dû à mes origines plus sociales. Mais là, je vous renvoie aux écrits de notamment Jacquet, qui a beaucoup travaillé sur la question des transclasses et qui théorise ça très très bien et beaucoup mieux que ce que je pourrais le faire. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis après, il y a quelque chose aussi de très, d'un peu plus, je veux dire peut-être presque malsain. C'est vrai qu'à un moment, j'ai voulu aller rencontrer des criminels de guerre. Donc moi, ça fait maintenant 25 ans que je vais en prison rencontrer des personnes jugées au niveau droit commun. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à ce niveau-là où je me suis dit, je veux aller rencontrer peut-être les plus grands criminels, avec cette idée que les juristes ont, à tort, à mon avis, qu'on va être face à des personnes inhumaines. Et je pense qu'en fait, après les avoir rencontrées, elles sont aussi humaines, ces personnes, que nous. Alors les actes sont inhumains, mais pas les personnes. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on n'est jamais face à des monstres. J'ai été face à des gens qui avaient mal au dos, qui fumaient des cigarettes comme moi, qui faisaient leur jardin dans la prison, dont leur famille leur manquait. J'en ai une qui me disait, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre fils, ça doit vous manquer. Et lui, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas vu sa famille. Donc il y a quelque chose aussi de très humain dans ces rencontres. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Le pénal déshumanise d'une certaine manière. Et donc voilà. Et ça m'a permis, alors là c'est la dernière et très pragmatique réponse, en fait c'est que ça m'a permis aussi d'avoir des financements pour la recherche, parce que c'était novateur d'une certaine manière, c'était à l'écart, ça a apporté un nouveau regard. Et vous le savez comme moi, pour les chercheurs, et Magali, tu le sais, il faut qu'on trouve des financements juste pour pouvoir manger aussi. Et très clairement, c'était un angle d'attaque qui était novateur. Et il aurait pu ne pas passer. D'ailleurs, bien souvent, il n'est pas passé. Je n'ai pas obtenu tous les financements que je voulais, parce que ça ne plaisait pas pour différentes raisons. Mais très clairement, il y a aussi un côté très pragmatique d'avoir quelque chose de novateur. Et je trouvais qu'il y avait un intérêt. Donc, ce n'était pas juste pour faire le buzz. D'ailleurs, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit avec ça. Mais par contre, ça avait un intérêt novateur. Et ça, je pense que ça m'a aussi porté de dire, mais moi, il y a quelque chose au niveau de l'expérience que je veux défendre, c'est-à-dire une expérience quelle qu'elle soit. Et je défendrai la même expérience des victimes. Je pense qu'il faut qu'on parte de l'expérience et qu'on essaye d'éviter ou d'abandonner cette idée que le droit est neutre, qu'on doit être complètement neutre dans nos recherches. Non, on n'est pas neutre, on n'est pas complètement objectif, on a une subjectivité. Et moi, c'est la leur que je voulais, celle de ceux qui ont vécu la justice internationale pénale,
d'un point de vue qui était singulier peut-être, en tout cas qui était celui des accusés. Alors peut-être que tu cumules un peu entre la pluridisciplinarité, on va dire, et le travail sur les auteurs, mais est-ce que tu as eu l'impression que tes recherches, elles étaient, c'était en plaisantant évidemment, est-ce que tu as eu l'impression que tes recherches, elles étaient bien accueillies par la communauté universitaire? Donc tu dis que ça t'a permis d'obtenir des financements, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça montre quand même qu'il y a aussi, que la recherche accepte une part de créativité, de nouveauté, d'innovation et qu'on peut être financé même quand on a des projets un peu différents. Pour autant, est-ce que tu as eu l'impression que il y avait de la curiosité de la part des autres chercheurs pour tes travaux, que ça permettait d'ouvrir des esprits, ou au contraire qu'il y avait quand même une réticence à lire des choses qui étaient peut-être trop nouvelles ou trop pluridisciplinaires même pour certains? Alors, je pense j'ai eu beaucoup de critiques au début. Alors, depuis que l'ouvrage est publié, j'en ai beaucoup moins. Je ne sais pas trop pourquoi, mais tant mieux. Mais j'ai eu beaucoup de critiques au début de collègues juristes, principalement, parce que les sociologues ont assez vite compris la démarche. Mais j'ai eu beaucoup de critiques, mais qui reposaient principalement sur un fondement moral, en fait. J'ai eu beaucoup de critiques où on m'a dit, mais en fait, aller voir des condamnés, c'est condamner, pardon, justement, c'est pas condamner, c'est cautionner leurs crimes. Aller voir des condamnés internationaux, c'est être négationniste, qui a été la critique qui a été la plus dure à encaisser, pour être tout à fait honnête. Qu'aller voir des condamnés, c'était rencontrer des personnes qui n'ont rien à dire ou qui vont mentir. Voilà, ça c'était en gros les grosses critiques que j'ai eues dans des demandes de fonds, donc j'ai été où j'ai pas obtenu mes fonds pour ça. Ou dans des propositions d'articles aussi. On a eu ça notamment avec Mina et avec Marie-Sophie Devresse, qui est une criminologue avec qui on a écrit un article en épistémologie, en fait, sur justement ce positionnement. Donc, ça n'a pas été très bien accueilli par les juristes, et très clairement, il y en a beaucoup qui juste, ça ne les intéressait pas, ils ne voyaient même pas l'intérêt, et point barre. Et je respecte, j'avoue que je ne vois pas l'intérêt dans toutes les recherches de mes collègues, mais voilà, donc ça, c'est normal. La critique sur l'idée que les personnes qui vivent l'expérience ne sont pas intéressantes, ça je pense qu'elle est plus tenable, mais elle est plus tenable depuis les années 50 et la criminologie américaine en fait. L'expérience est un savoir profane, mais un savoir qui vaut à mon avis autant, voire plus que le savoir académique. Donc ça, il faut l'écarter. Et la question morale, en fait, j'ai eu beaucoup de discussions avec des personnes qui me l'ont renvoyé de manière plus ou moins agréable, il faut être clair. Mais la question morale, je ne peux pas y faire grand-chose. Si les gens pensent qu'il ne faut pas aller voir des condamnés internationaux, il ne faut pas aller les voir. Moralement, moi, je pense qu'on n'a pas à se positionner en tant que chercheur. On doit se positionner éthiquement, mais pas moralement. Ou alors, on ne fait pas de la recherche, on fait autre chose. On fait autre chose. On fait de la politique. Or, en tant que chercheur, on ne doit pas se positionner moralement. Par contre, il faut se positionner éthiquement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne vais retranscrire des entretiens où une personne me dirait il n'y a pas eu de génocide au Rwanda. Non, ça c'est du négationnisme. Éthiquement, on ne peut pas l'accepter. Mais moralement, je n'ai pas à juger ce qui s'est passé, même si j'ai mon point de vue sur tout ça, mais ce n'est pas moi en tant que chercheur qui dois me prononcer. Et puis, peut-être pour finir sur ce point-là, la question de dire que les personnes mentent, c'est une fausse question. Les personnes sont stratégiques en entretien, mais pourquoi je les ai vues après le procès? Pour pas qu'elles soient stratégiques judiciairement. Elles étaient stratégiques avec moi, mais il n'y avait pas d'enjeu judiciaire. Et là, je pense que ça enlève beaucoup de biais déjà. Par ailleurs, elles ne sont pas plus stratégiques que les victimes ou que les juges ou que les avocats. Chacun défend un point de vue. Le juge international défend le fait qu'il rend une justice internationale et il est stratégique quand il m'en parle. Il défend aussi, si je veux retomber un peu dans de la sociologie de l'administration de la justice, il défend son salaire. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même le cas. Tout comme la victime défend l'idée qu'elle veut faire reconnaître son préjudice, qu'elle veut faire reconnaître, elle veut avoir des réparations. D'une certaine manière, comme elle a subi un préjudice dramatique, elle va être immunisée de la critique, mais en fait, elle est aussi stratégique que l'accusé. Et en fait, toutes les personnes sont stratégiques. Et moi, j'étais stratégique dans mes entretiens. L'idée maintenant, c'est de savoir que les personnes sont stratégiques, que c'est un biais, mais qui est un biais qui est tout à fait acceptable dans tous les entretiens. Et d'ailleurs, on l'accepte quand on va voir un juge, une victime, donc il faut l'accepter pareil pour les accusés. Mais à partir de là, l'idée qu'ils mentent est une fausse question. À moi, ils me disaient qu'ils voulaient que je retranscrive en termes de discours. Ce n'est pas un mensonge. Ce qu'ils me disent, ça peut être biaisé, subjectif, mais ce n'est pas pour ça que c'est erroné, et pas plus que le discours des victimes, des auteurs, et que le discours des académiques, en fait. Et à partir de là, si on le prend pour ce que c'est, une acceptation subjective, il n'y a pas de problème de mensonge, en sachant en plus de ça que le mensonge veut tout dire et rien dire dans la justice. C'est la question de la vérité, on le sait, en justice pénale,
c'est une question qui dépasse la question de l'entretien. C'est une question de... Enfin, on sait que le pénal n'écrit pas la vérité, il écrit une vérité. Alors, même si c'est un peu la question classique, et même si effectivement tu l'as expliqué, tu n'as pas, en tout cas, tes entretiens n'étaient pas centrés sur la question des violences commises, du passage à l'acte et des faits, on va dire, peut-être qui étaient reprochés aux personnes. Euh, Est-ce que quand même, dans ton parcours de chercheur, le fait d'être en proximité comme ça, à la fois dans les livres, mais aussi même en proximité physique, voire en prison, avec les auteurs plus encore avec des auteurs de crimes de masse, est-ce que tu as eu l'impression que ça t'affectait? Est-ce que tu t'en es protégé? Euh, voilà, quel mécanisme tu as mis en place pour mener ces recherches dans de bonnes conditions pour toi aussi? Oui, alors ouais. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je viens de l'ouvrir. Je suis désolé aux personnes qui sont là. Je ne l'avais pas ouvert. Je ne le vois pas, moi. Je vais y répondre. Après, je les prends une à une. Désolé. Ah, si, je les vois, effectivement. Excuse-moi. Je vois en plus des personnes que je connais. Donc, vas-y. Pour ce qui est de comment je me suis protégé, très clairement, je l'ai dit un peu sous forme de blague, mais en fait, je suis allé voir mon psychanalyste toutes les semaines, qui en fait a fait de la supervision, parce qu'à un moment, et on a fait de la supervision aussi en groupe avec mes collègues, parce qu'à un moment, en fait, on est affecté par ce que les gens nous disent, et surtout les premiers entretiens. C'est vrai que les premiers entretiens ont été compliqués parce que j'arrive en tant que juriste avec une position qui est celle du droit. J'avais lu les jugements. Je m'attends à voir des monstres parce que c'est comme ça que le droit est défini d'une certaine manière. Et en fait, je me retrouve avec des gens, très clairement, qui ont mal au dos, qui fument des clopes, qui pleurent. Enfin, j'en ai qui m'ont pleuré dans les bras parce qu'ils pensaient à leur famille, ils pensaient à ce qui s'était passé. Donc, il y a quelque chose, il y a une empathie qui se crée, mais très clairement, on n'en ressent pas totalement indemne. Et on en ressort d'autant moins indemne qu'il faut être clair, on a tous cette question en tête, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? En fait, ou pour reprendre les termes de Bayard, aurais-je été résistant ou bourreau? Et très clairement, pour beaucoup des personnes que j'ai vues, je suis sorti des entretiens, et même un peu plus tard, même encore maintenant pour certains, en me disant, je ne suis pas certain que j'aurais fait les bons choix. Et je ne peux pas assurer que j'aurais fait les mauvais choix, parce qu'on ne peut pas assurer qu'on aurait fait les bons, mais je ne peux pas non plus assurer que j'aurais fait les mauvais, mais je ne suis pas certain que j'aurais fait les bons. Et très clairement, ça bouscule pas mal, ça brasse pas mal. Alors, il y a des actes sur lesquels je ne vois pas comment j'aurais pu, mais je ne sais pas comment c'était possible. Mais pour d'autres, en fait, je pense que décider de bombarder un endroit, il y a quelque chose aussi en termes de distance. Enfin, les actes commis par des personnes sur place que j'ai rencontrées ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient à distance. Et là, donc, très clairement, moi, ça m'a beaucoup affecté, au début en tout cas. Et en fait, j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs, je vous en parle encore et je pense que ça fait partie sûrement de ma thérapie. Mais j'en ai beaucoup parlé. Des collègues à nous m'ont beaucoup écouté. Des personnes très proches de moi m'ont écouté. Et donc, ça a été nécessaire pour justement sortir de tout ça et pas rester trop là-dedans. Après, il se crée une relation d'être humain à être humain. Et comme je n'étais pas là pour les juger, il y en a certains avec qui je suis resté en contact, notamment 2 qui m'écrivent de temps en temps pour prendre des nouvelles. Et donc, j'en prends aussi. Ce n'est pas devenu des amis, qu'on soit clair. Mais il y a quelque chose de très du don et du contre-don, pour reprendre les termes de Lévi-Strauss, qui se fait. Et ça vaut aussi dans l'empathie. Et puis, il y a eu quelques entretiens où les gens m'ont expliqué en détail comment ils ont commis les crimes. Là, c'était très trash. Et là, très clairement, je suis sorti dans des états pas très beaux, mais finalement, voilà, ça sert à ça, la supervision. Donc, si des personnes veulent faire ce type de recherche, faut être supervisé à un moment, parce qu'autrement, on s'en sort pas trop. Alors peut-être, je vais reprendre une première question qui est posée par Céline Bardet, qui te complimente, etc., mais qui aussi se demande du coup, est-ce que c'est tu pourras lire les compliments dans le chat, donc je te les relais pas tout de suite, mais qui te demande en fait si tu penses qu'il y a des choses qui devraient être améliorées dans le cadre du pénal, en fait, pour que les choses soient plus satisfaisantes, ou est-ce que finalement c'est le cadre pénal en lui-même, en fait, qui est le problème? Alors, je pense qu'on peut améliorer beaucoup de choses dans le pénal, mais qu'il reste un problème. En gros, donc je réponds un peu une réponse de Normand, si je peux me permettre.
je pense qu'on peut améliorer. Alors déjà, il y a ce côté que François Roux relève dans le chat, à savoir entre accusatoire et inquisitoire, à savoir laisser plus de place à l'accusé dans la procédure, ça c'est sûr. Et je pense que là, on a quelque chose qui est justement défendu par beaucoup de juristes, notamment français, dont François, de cette idée d'avoir quelque chose de moins accusatoire. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose où on peut améliorer le pénal. Mais maintenant, on sortira jamais des catégories juridiques, on sortira jamais de cette procédure qui dure des plombes, on sortira jamais de la violence symbolique du pénal. Et là-dessus, je pense pas qu'on puisse l'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Alors, j'ai un peu là une réponse qui n'est pas de Normand, mais qui est vraiment, je botte en touche. C'est que partant du postulat, ou plutôt ayant comme résultat qu'à mon avis, la nouvelle normativité ou procédure doit partir des personnes qui ont expérimenté le conflit, qui ont eu l'expérience des crimes, victimes comme auteurs, j'ai du mal, moi, à proposer quelque chose, parce que ça serait contraire à mon postulat de dire... Moi, en tant que blanc de 40 balais, cisgenre, belge ou français qui vit en Europe, arriver en disant voilà ce qu'il va falloir faire, ça serait un peu contraire. Et d'ailleurs, je n'ai pas la solution. Par contre, je pense qu'il faut qu'on parte du terrain pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire après les crimes de masse. Et il ne faut pas qu'on arrive du haut vers le bas. Il ne faut pas qu'on impose quelque chose. Aujourd'hui, ce qui se passe en Colombie, il y a matière à faire quelque chose. Et c'est un de mes prochains, enfin, c'est un de mes actuels lieux de recherche, notamment, mais j'en ai d'autres. Très clairement, ce qui se passe en Colombie, à mon avis, en ce moment, a un biais ou est biaisé par l'épée de Damoclès de la Cour pénale internationale. Laissons les populations, les gens qui ont vécu, qui ont subi, surtout les victimes, mais aussi les auteurs, laissons les personnes décider ce qu'elles veulent. Et cette normativité-là rejoint ce que Tobner appelait la sociologie normative, à savoir partir de l'expérience. Et ça me paraît très important. Et si les gens veulent du pénal, on mettra du pénal. Ça, c'est pas un problème. J'ai pas un rejet du pénal par principe. J'ai un rejet du pénal parce que les personnes que j'ai rencontrées le rejettent ou n'ont pas trouvé leur compte là-dedans. Donc, si les gens veulent du pénal, on mettra du pénal. Mais je suis pas sûr que c'est ce qu'elles veulent. Ou en tout cas, pour beaucoup, c'est pas ce qu'elles veulent pour tout résoudre. Le pénal a un sens peut-être symbolique, a un sens pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, peut-être pas pour des réparations, peut-être pas pour écrire l'histoire, pour écrire la vérité. Et là, prenons d'autres outils, on en connaît plein aujourd'hui, et puis laissons-nous aussi ouverts à la création de nouveaux outils, beaucoup plus expérientiels. Et là, je vous renvoie aux écrits de Graeber. Alors, Graeber est un théoricien anarchiste, mais je pense qu'il y a beaucoup à en dire et à en tirer. Et notamment, je vous renvoie à son petit ouvrage qui s'appelle « Pour une anthropologie anarchiste », où il part du terrain pour arriver à une nouvelle normativité. Et je pense que le cœur de cette justice post-crime de masse, post-conflit, il est là. Il n'est pas dans des grands principes de justice qui ne veulent pas dire grand-chose. En fait, la justice pour toi, Magali, ne va pas être la même chose que pour moi, qui ne va pas être la même chose que pour quelqu'un qui a subi un crime de masse en Itourie. Et je pense qu'il faut abandonner tous ces grands principes, alors pas les abandonner dans l'idéal, mais en tout cas sortir des grands principes pour avoir quelque chose de beaucoup plus terre à terre d'une certaine manière, en allant demander à ceux qui ont vécu l'expérience leur point de vue. Alors, il y a une question qui porte sur la RDC dans le chat. Alors, elle me semble pas forcément très facile à répondre ce soir, mais ça m'a amené sur une autre question parce que la personne évoque la question de l'indemnisation des victimes. Et j'avais justement envie de te demander, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec les personnes condamnées, notamment, sur cette question de l'indemnisation et donc peut-être parfois des dommages et intérêts? Est-ce que tu as rencontré certains auteurs qui auraient dû régler un certain nombre de frais, ou est-ce qu'ils étaient tous insolvables? Mais en tout cas, est-ce que c'est une question qui s'est posée? Et si oui, est-ce que ça avait un sens pour les auteurs ou non? Alors, la grande majorité des gens que j'ai vus étaient insolvables. Donc, c'est vrai que la question c'est pas posée dans ces termes. Par contre, de manière assez intéressante, beaucoup parlaient de mémoire, en fait, de vouloir participer à la mémoire pour reconstruire l'État, pour reconstruire les régions. Mais on n'était pas dans de la réparation individuelle. En tout cas, pas de la part des auteurs. Certains ont demandé pardon, d'autres ne le demanderont pas, d'autres ont plaidé coupable, mais arrivés sur le tarmac de l'aéroport de Belgrade, on dit non, mais c'était juste de la stratégie judiciaire, on le sait. Mais très clairement,
il y avait un certain souci des victimes, de ce qui s'était passé, mais pas individualisant. Il y avait quelque chose d'autre. Après, il y en avait, et je ne vais pas vous mentir, qui n'avaient rien, enfin, ne s'intéressaient pas du tout aux victimes. Il y en a qui m'en ont pas du tout parlé d'ailleurs, et ce qui est toujours un peu particulier quand on parle de crimes de masse, c'est que l'auteur ne parle jamais des victimes. D'autres s'y intéressaient de manière assez négative et d'autres s'y intéressaient en disant mais il y a quelque chose à faire, on doit le reconnaître, on doit écrire une histoire, on a participé à quelque chose qui doit être su, mais maintenant le pénal ne nous a pas aidé à construire une vérité commune. Et là, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit prendre en compte parce que si vous ne construisez pas une vérité commune, le risque, c'est que dans le futur, il y ait des rancœurs, il y ait un sentiment d'injustice. Et généralement, les crimes de masse reposent généralement sur ces sentiments d'injustice. Alors, je pense qu'en répondant à Céline Bardet, tu as répondu à François Roux, également, qui posait la question sur la procédure. Mais il y a une dernière question qui est posée par Anne-Marie Huppert et qui demande, voilà, que, en gros, tu as indiqué que les gens ne se définissent pas. En fait, les actes sont inhumains, mais les personnes ne le sont pas. Elle s'interroge quand même de savoir, elle dit quand même, il y a des personnalités qui se définissent par leurs actes, type les sociopathes ou les psychopathes. Est-ce que tu as eu l'impression ou l'occasion, enfin, parce que tu n'es pas psychiatre, mais est-ce que tu as eu l'impression d'en rencontrer dans le cadre des entretiens que tu as Alors, menés et plus que dans la vie courante? Dans la vie courante, j'ai l'impression d'en rencontrer beaucoup des sociopathes, surtout à l'université, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est notre lot à nous. Et je pense que j'en fais partie d'une certaine manière. Non, mais blague à part, je pense que parmi les gens que j'ai rencontrés, et je ne suis pas psychologue ni psychiatre, donc je ne mets pas de qualificatifs médicaux là-dessus, hein, qu'on soit clair. Mais je pense que parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y en a certaines, je voudrais pas les croiser en rue, ou en tout cas, j'ai eu quelques craintes, même en étant en prison avec elles. Je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose, ou juste des personnes qui sont dans des pathologies, dans des psychoses importantes, soit en termes de paranoïa, il y en a eu, soit en termes beaucoup de reconstruction d'un passé ou d'une reconstruction de ce qui se passait même au moment où je les ai vus. Donc oui, je pense qu'il y en a, mais alors il faut revenir aux travaux de Welser, de Browning, de Cironi, où en fait il n'y en a pas plus que dans la population. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que beaucoup développent des pathologies parce que le conflit armé, parce qu'elles ont vécu quelque chose. Alors, pas obligatoirement en tant que victime, mais je pense que quand on est dans un contexte de conflit armé, alors je vais le dire mal et pas du tout médicalement parlant, mais on pète des câbles, quoi. Et on les pète ad vitam aeternam. Donc je pense qu'il y a ça. Je pense qu'aussi la prison, et ça on le sait, les études au niveau national montrent que la prison a aussi un impact en termes de santé mentale qui est très très important. Alors on dit souvent une année de prison c'est une dent, à savoir on perd une dent hein, physiquement, mais en termes psychiatriques on sait qu'après 7 à 12 ans de prison, on a des dégâts psychologiques irréversibles. Et ça, ils le vivent, ils l'expérimentent très, très clairement. Donc oui, sur le lot, il doit y en avoir des sociopathes et des psychopathes, mais pas tous et pas la grande majorité. En fait, je pense qu'il n'y en a pas plus que dans la population normale. Et finalement, cette population normale, c'est elle qui vit les guerres et qui, à un moment, va commettre un crime ou va se laisser aller à quelque chose de dramatique. Et pour répondre à la deuxième question de Madame Hooper, et je la remercie, la CPI, non, je n'ai pas encore rencontré de gens de la CPI. Et je dis pas encore, parce qu'en fait, ma recherche se dirige dans 3 directions. Aujourd'hui, 1, les personnes jugées par la CPI. 2, les justices nationales transitionnelles et traditionnelles. Donc là, par exemple, je bosse avec une chercheuse qui est en Colombie actuellement pour aller voir des FARC, pour aller voir des anciens paramilitaires qui ne sont pas passés par le pénal, justement, pour voir un peu comment est-ce qu'eux vivent la procédure, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils reconnaissent plus. Et là, je vous renvoie à un documentaire qui a été fait par Madame Hoth sur le tribunal Russell-Sartre. Vous savez, ce tribunal qui a été mis en place pour juger la guerre au Vietnam, enfin les Américains, ou en tout cas l'invasion américaine et les crimes. Et en fait, dans ce documentaire, vous voyez des GI qui viennent témoigner, je crois que c'était en Suède ou au Danemark, je ne sais plus dans quelle session du tribunal Russell-Sartre, qui viennent témoigner en disant « mais moi j'ai commis des actes de torture, voilà ce qui s'est passé ». Et en fait, le fait qu'il n'y avait pas d'enjeu judiciaire,
parce qu'ils n'étaient pas condamnés, c'était un tribunal populaire, mais symbolique, le fait qu'il n'y avait pas d'enjeu judiciaire, les auteurs parlent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les commissions vérité et réconciliation. Donc ça, c'est maintenant un peu ma direction. Je veux savoir si ce que j'ai ou ce que l'on a vu au niveau pénal, est-ce qu'on retrouve ça au niveau justice transitionnelle hors pénal? Et puis, il y a la CPI, donc, où je vais rencontrer des personnes très prochainement. Et puis, je veux voir aussi les personnes qui ont été jugées en vertu de la compétence universelle. Donc, en France, en Allemagne, en Belgique, au Canada, pour voir un peu s'il y a une autre vision du pénal. Alors, j'ai rencontré des personnes jugées au Congo, qui étaient en prison. J'ai rencontré certaines personnes jugées aussi en République centrafricaine. Et je vais y retourner pour voir des gens jugés par la Cour pénale spéciale. Donc, j'essaye, en fait, maintenant que j'ai finalement le noyau de ma recherche, au niveau justice internationale, j'essaye de voir de confronter, d'infirmer ou de confirmer mes résultats sur d'autres formes de justice. Et j'espère dans 10 ans ou dans 12 ans revenir pour vous dire ce qu'il en est et peut-être voir que finalement la justice pénale nationale a une assise, voir que la justice transitionnelle permet plus de reconnaissance. Alors j'ai quelques hypothèses et je pense qu'effectivement quand il n'y a pas d'enjeux pénaux, on reconnaît plus facilement. Maintenant la question c'est est-ce que ce qu'on perd en abandonnant le pénal vaut le coup par rapport à ce qu'on gagne en l'abandonnant. Et ça, j'en suis pas tout à fait sûr aujourd'hui, mais je vous dis, j'espère là avoir d'autres financements pour pouvoir mener ces recherches, parce qu'elles demandent d'aller justement un peu partout, et ça, pour être tout à fait honnête, l'université n'a pas beaucoup de moyens. Alors, tu sais que nous, on s'intéresse, quand je dis nous, c'est l'Institut, l'IFJD, on s'intéresse à tous les mécanismes de justice transitionnelle, mais avec souvent un intérêt un peu plus marqué pour les CVR qui sont un peu moins étudiés, en tout cas par les juristes. Donc, on espère que tu vas mettre moins de 12 ans pour sortir tes résultats, parce qu'on en a quand même besoin. Donc, c'était évidemment une des questions que je voulais te poser sur les suites que tu entendais donner à tes recherches. Donc, j'entends qu'elles restent concentrées sur les auteurs. Et je rebondis quand même sur la question qui est posée par Aline Bahati-Sibambo qui se demande si toi, pour toi, ce serait envisageable de faire le même type de recherche, mais cette fois sur la satisfaction, j'imagine, c'est ce qu'elle veut dire, du côté des victimes. Et si oui, je pense que je résume un peu la réponse, mais si oui ou si non, pourquoi Alors, déjà, il y a eu beaucoup d'études sur les victimes, donc je ne pense pas que j'apporterai grand-chose. Il faut savoir, et ça va répondre en fait à la question, c'est qu'avant d'aller voir des auteurs, je suis allé voir des victimes. Notamment des victimes de ce qui s'était passé au Cambodge et des victimes de crimes, du génocide rwandais. Pas au Rwanda, mais ici en Belgique ou en Suisse. Et en fait, je me suis retrouvé, et là, psychologiquement, ça a été encore plus dur. Je me suis retrouvé à quelque chose de trop compliqué à appréhender, à digérer. C'est-à-dire que les victimes ont souffert et en fait, elles parlent beaucoup de ça et c'est assez logique. Et sauf que je n'arrivais pas Enfin, pour moi, c'était trop dur. D'entendre les victimes a été beaucoup plus compliqué que d'entendre les auteurs. Donc, je pense qu'il faut mener des recherches auprès des victimes. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut mener principalement aussi des recherches auprès des victimes parce que c'est elles qui ont souffert. Il ne faut pas oublier les accusés, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, moi, je n'irai pas faire des recherches auprès des victimes. Cela étant, une partie de la recherche auprès des victimes qui, à mon avis, n'a pas encore complètement été faite, c'est qu'est-ce que les victimes attendent des auteurs. Parce qu'on va leur voir qu'est-ce qu'elles attendent de la justice, qu'est-ce qu'elles attendent du processus, mais qu'est-ce qu'elles attendent exactement des auteurs. Et ça, beaucoup de chercheurs empiriques n'ont pas pointé ce point-là ou l'ont pointé plus à la marge. Et ça m'intéresse parce que si je sais ce que les victimes attendent des auteurs, ça me permettra aussi de voir si les auteurs peuvent répondre à ça. Ça se trouve, les auteurs ne pourront jamais, à partir du moment où il y a crime, il y a quelque chose, peut-être un hiatus ou il y a un gap qu'on ne peut pas remplir. Faudra en tirer quelques conclusions. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Par contre, je ne les ferai pas moi. Parce que je pense qu'il faut passer la main aussi et qu'il y a d'autres personnes plus compétentes que moi pour aller voir des victimes et aussi pour aller voir d'autres auteurs. Donc, je vais continuer un peu, mais l'idée, c'est aussi que d'autres fassent et d'autres mieux placés. J'ai quand même un problème, il faut être clair, c'est quand moi je vais en Colombie ou quand je vais en République centrafricaine, je reste blanc de Belgique, enfin avec tout le passé colonial, avec tout ce que je peux représenter. Et il y a un moment, il y a un biais aussi à ce niveau-là. Et je pense que ce n'est pas à moi de faire ces recherches et j'espère que d'autres
autant je veux que la justice repose sur du local, autant je pense que les recherches doivent aussi reposer sur du local. Donc voilà, pour répondre à Aline, que je remercie de sa question. Bah, merci beaucoup et peut-être ça permet d'arriver à la question sur laquelle, s'il y a plus d'autres questions dans le chat, on pourrait conclure et moi qui me semble tout particulièrement importante, c'est justement celle de la transmission. Enfin là, c'est pareil, on rejoint la logique de l'institut, penser, former, agir. Et effectivement, notamment quand on défriche des méthodes, une méthodologie de travail ou des sujets ou une thématique qui est un peu innovante, du coup, ça renforce encore l'intérêt de transmettre à la fois la méthodologie, mais évidemment aussi les résultats qu'on obtient. Toi, comment tu fais enfin, est-ce que tu peux d'abord faire ce travail? Est-ce que tu as l'espace pour le faire et est-ce que tu le fais? Et est-ce que c'est un souhait aussi pour toi de former de nouveaux chercheurs, des jeunes chercheurs notamment, qui vont s'emparer de ces problématiques? Alors, à la fois, j'ai envie de dire, dans le cadre de tes enseignements, donc peut-être au niveau master ou licence, je ne sais pas, peut-être à l'occasion de le faire, mais aussi en termes de recherche, à des gens que tu encadrerais dans le cadre de mémoire ou de thèse. En tout cas, est-ce que c'est un travail que tu souhaites faire et que tu es en possibilité de faire? Alors, dans le cadre de mes enseignements, alors j'ai pas un enseignement spécifiquement là-dessus. Par contre, je l'intègre. J'enseigne comme professeur invité à Genève, enfin à l'Académie de droits humains et de droits humanitaires. Et en fait, j'ai un cours de sociologie du droit, donc où justement j'ai toute une partie sur ma recherche, sur les auteurs, mais j'invite aussi d'autres chercheurs qui viennent parler et des praticiens qui viennent parler du point de vue des victimes, du point de vue des praticiens, pour justement mixer le tout. Donc, j'essaye de transmettre en tout cas les résultats et aussi la méthodologie, parce que très clairement là, comme avec certains de mes étudiants ici à Bruxelles, je les fais travailler sur le terrain. Alors, pas au contact des auteurs, parce que je pense que ça demande aussi une certaine préparation, même si j'ai eu des étudiants qui d'un coup m'ont dit qu'ils avaient vu des auteurs de crimes et qu'ils étaient allés les voir, parce qu'ils avaient des contacts, parce qu'ils connaissaient des avocats, et donc ça a donné des mémoires plus ou moins intéressants, et souvent intéressants. J'encadre des thèses, effectivement aussi, et mon but, c'est en fait d'en encadrer au point qu'à un moment, ils n'ont plus besoin de moi. Enfin, qu'il n'ait plus besoin de moi, qui est le but en fait, parce que je trouve qu'il y a quelque chose à faire et j'aimerais que ça continue. Maintenant, j'encadre aussi des thèses très juridiques que je trouve aussi très intéressantes et je ne dénigre pas le côté juridique. Moi, j'ai voulu en sortir un peu. Je comprends qu'on ne veuille pas le faire, mais c'est vrai que je suis preneur d'encadrer justement toutes les recherches possibles à ce niveau-là. Et je collabore aussi après avec des ONG. On a collaboré avec l'Institut aussi dans cette même approche d'expérience, plus d'expérience de la prison, d'expérience d'autres formes de justice. Et je pense que ça peut se faire en plus à plusieurs niveaux. Je vois que François Roux dit qu'il y a un même travail ou un travail similaire qui est fait par rapport au procès terroriste en fait en France. Alors, il y a le travail en tant que tel et puis il y a la recherche. Je sais qu'il y a des personnes comme Denis Salah, comme Sharon Veil, comme enfin, je pourrais en citer plein. Je cite ceux qui me viennent ici, mais qui travaillent là-dessus. Et j'avoue que là, je vais entamer une recherche. Alors, je vais la superviser. C'est pas moi qui vais la mener, mais avec un autre type de criminalité de masse. Alors, je sais que si je le dis comme ça, c'est un peu pour provoquer, mais qui sont les crimes commis dans l'Église, en fait, les violences sexuelles dans l'Église. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le pénal n'a très peu traité ça, soit parce qu'il y avait prescription, soit parce qu'en fait, on est dans le cadre d'institutions qui se sont arrangées peut-être pour éviter le pénal. Et là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, il y a une chercheuse qui travaille avec moi, et un sociologue de l'Université de Lausanne et une professeure de droit de l'Université de Lausanne. Et l'idée, c'est d'aller voir comment fonctionnent ces commissions, telles qu'on les connaît, là, les commissions CRR ou INIR en France. On a eu les mêmes en Belgique et il y a les mêmes en Suisse. Et de voir aussi comment est-ce que les auteurs qui sont ou pas passés par ces commissions, donc les prêtres pédophiles, parce que c'est principalement ça, comment est-ce qu'eux ont vécu ce processus-là? Parce que pour une fois, on a un processus hors pénal qui ne vient pas, je vais caricaturer un peu, mais qui ne vient pas de l'extrême gauche. En gros, souvent, quand on parle de processus non pénal, on nous dit soit Commission Vérité et Réconciliation, soit on nous dit non, mais c'est les zadistes à Nantes ou je ne sais où qui font ça dans leur communauté, soit c'est des communautés au fin fond de je ne sais où, parce que c'est un peu ce qu'on nous répond. Et là, on a l'Église catholiques et les ordres qui utilisent autre chose que du pénal. Et là, je pense qu'il y a un terrain qui est dingue. Et donc, en fait, on va entamer une recherche à ce niveau-là. Je vais continuer à aller voir quelques auteurs dans ce cadre-là. Mais je pense que là, il y a quelque chose à faire pour transmettre. Et vraiment, j'appelle tout le monde à qui veut commencer ses recherches empiriques à se former un peu, parce que je pense que c'est important.
aux outils empiriques, aux outils sociologiques, mais à les mener et avec grand plaisir pour en discuter parce que je pense que ça doit être mené. Le but, c'est qu'il y en ait de plus en plus, en fait. Et c'est vrai que là, la question que tu soulèves sur les violences sexuelles, c'est particulièrement intéressant parce que c'est aussi un crime qui est très mal, enfin, je veux dire, qui est très mal adapté au droit pénal. C'est plutôt le droit pénal qui est très mal adapté à ces crimes-là. Et effectivement, on a beaucoup de mal à établir aussi la responsabilité pénale, enfin, à remplir, à amener, à apporter les éléments de preuve qui sont évidemment nécessaires pour condamner un individu. Il ne s'agit pas de dire que les gens n'ont pas le droit à la défense, mais c'est vrai que c'est un crime qui est très complexe à juger sur le plan pénal. Et qui pose aussi la question du collectif, c'est-à-dire quand on est dans le monde entier face à un crime qui est de masse aussi, effectivement. Enfin, là, je ne même pas de taquinerie vis-à-vis de l'Église, mais qui est de masse dans le monde. Il y a forcément une responsabilité qui surpasse aussi la responsabilité individuelle de chaque auteur, mais il y a une responsabilité sociale globale effectivement que le procès pénal ne permet pas du tout de prendre en compte. Donc effectivement, c'est aussi quelque chose qui me semble très intéressant. Et nous, on s'y intéresse aussi parce que c'est vrai que ces commissions, elles ressemblent aussi parfois beaucoup à des commissions vérité qui sont transposées. Enfin, là, c'est l'outil de justice transitionnelle qui se retrouve un peu transposé dans des contextes comme cela. Donc voilà, effectivement, des pistes très intéressantes. Et effectivement, je pense que c'est toujours très intéressant de pouvoir discuter avec d'autres chercheurs aussi du point de vue méthodologique. C'est ça qui fait, ça débloque aussi parfois des problèmes auxquels on est confronté. Donc voilà, vous savez, si vous voulez faire ce genre de recherche, Damien se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces questions-là. Nous, on te remercie vraiment beaucoup d'avoir bien voulu participer à ce premier webinaire de cette série. J'encourage évidemment chacun à lire le très bon ouvrage génocidaire au cœur de la justice internationale pénale. Vous aviez tous la couverture sur le flyer, donc vous le retrouverez facilement dans toutes les bonnes librairies, en ligne ou physiques. Et puis, voilà, merci d'avoir partagé avec nous à la fois le contenu de tes travaux, mais aussi un peu plus comment tu vis aussi ces recherches. Donc, merci d'avoir fait cet effort. C'est pas toujours facile non plus. Donc, j'espère que l'expérience n'a pas été trop traumatisante pour toi. Génial, vraiment, c'est une expérience que je recommande. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir commencé ces nouvelles sessions. C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé à ma psychothérapie. Et n'hésitez pas, mon mail se trouve sur le site de l'Université libre de Bruxelles. N'hésitez pas à me contacter. Et un grand merci pour vos remerciements, puisqu'il y en a aussi. Et vraiment, merci merci beaucoup Magali de m'avoir invité ici, c'est un grand plaisir. Non, voilà. Et puis nous aussi, évidemment, on remercie l'ensemble. On te remercie toi en premier lieu et on remercie aussi toutes les personnes qui sont venues participer à cette première soirée. Et donc, on va se retrouver avec 2 nouvelles dates au mois de mars. Le 9 mars, toujours jeudi à 18h, on aura un entretien qui sera animé par Christian Ingrao, qui est donc directeur de recherche en histoire à l'EHESS et qui interviewera Jean-Pierre Massias sur un projet que nous ouvrons, un projet qui est nouveau et qui va porter sur un projet de création d'une commission vérité et réconciliation en Guyane pour traiter la question des homes indiens, qui sont en fait des pensionnats catholiques dans lesquels les enfants amérindiens et Bushinengue ont été aussi placés pour poursuivre leur scolarité, mais évidemment avec des violences culturelles et parfois les violences physiques et peut-être les violences sexuelles qu'on peut imaginer. Et donc, c'est une histoire qui ressurgit en ce moment et pour lequel une commission vérité-réconciliation semble être une piste intéressante. Et donc, dernière date là pour l'instant prévue, ce sera le 23 mars avec Chloé Drieux, qui est donc chargée de recherche en histoire au CNRS et qui a engagé depuis plusieurs mois un travail extrêmement intéressant sur le génocide des Ouïghours et qui a notamment traduit en français la décision rendue j'ai le nom qui est en train de m'échapper. Tu parlais tout à l'heure du tribunal tribunal populaire, voilà, l'expression correcte est en train de m'échapper, mais je pense que vous voyez de quoi je parle, qui a rendu donc ce tribunal sur le génocide ouïghour. Et donc, on la recevra aussi pour qu'elle nous parle de ses recherches. Voilà, donc j'espère que vous m'avez finalement entendu. Donc, on vous donne rendez-vous bientôt. Bonne soirée à tous et surtout un grand merci à Damien et à tous qui avaient suivi cette séance. Merci beaucoup Magali, bonne soirée à tous et à toutes.
Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.